Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc bienvenue pour ce nouveau webinaire Syndex qui aujourd'hui portera sur les rémunérations. Je suis Mathieu Degand et pour ceux qui nous suivent déjà, vous connaissez nos experts, Christelle Prévitali, Bonjour. Léna Kerbriclet Bonjour. et Julien Gournay. Bonjour. Aujourd'hui, pour ce webinaire, nous allons parler de la question des rémunérations et surtout comment préparer au mieux vos négociations. Alors pour ça, on est parti d'une analyse d'un grand nombre d'accords, de 1159 accords sur les rémunérations. On a travaillé en partenariat avec le cabinet SIA Partners, qui a fait une extraction de l'ensemble des accords via un module d'intelligence artificielle. Et derrière, nous, on a analysé de façon qualitative ces différentes données pour réussir à les mettre en perspective et produire cette étude que je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Alors, nos 1159 accords, ils sont globalement sur la période de juin 2023 à juillet 2024, donc une période d'un an. Ils sont sur 6 branches professionnelles principales, la métallurgie, les industries chimiques et connexes, le commerce de détail et de gros, le transport routier, l'hospitalisation privée et les bureaux d'études. C'est vraiment les 6 branches où on a pu avoir un panel suffisamment large et représentatif des différents accords. Et vous voyez, on avait bloqué à 300 accords pour être significatif. Vous avez même quand même certaines branches où il n'y avait même pas un nombre d'accords suffisant. Donc, on a pris à ce moment-là tous les accords. Alors, dans ce panorama de nos accords et de l'analyse qu'on en a faite, il y a un grand nombre de thématiques qui vont être abordées. On va y revenir, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est tous les éléments principaux qu'on trouve dans les accords sur les rémunérations. On voit que ce sont des accords qui concernent à peu près toutes les tranches de taille d'effectifs, avec quand même principalement les entreprises de 50 à 250, parce que ce sont des entreprises qui sont structurées et qui fréquemment arrivent à mener des négociations. Et on n'a oublié personne, puisque vous le voyez, 80% de nos accords sont situés en dehors de l'Île-de-France. Donc on a une présentation, une représentation assez claire de l'ensemble du pays. Alors, le premier chapitre sur lequel on va discuter, c'est la question des augmentations. C'est quand même le nerf de la guerre, le cœur des sujets de discussion. Alors, en introduction, peut-être parler du fait que dans la grande majorité des cas, la date d'entrée en vigueur des accords, c'est la date de signature de l'accord, hein. Vous avez moins d'un accord sur 5 qui prévoyait des clauses de revoyure en plus, c'est-à-dire le fait de se revoir par la suite. Et donc, si on revient sur notre premier point, qui est la question de la rétroactivité, hein, la date de signature de l'accord, on voit 72%, c'est sensiblement autour, la date d'application est sensiblement autour de la date de signature, et vous avez 20% des accords qui prévoient une rétroactivité, parfois jusqu'à 90 jours, hein, sensiblement, en général, ça ramène en début d'année. Donc, c'est souvent des rétroactivités sur le mois de janvier. Donc, quand même, globalement, une application à la date de signature. Vous avez aussi 17% des accords qui prévoient des clauses de revoyure, c'est-à-dire de se revoir en fonction d'évolution de situation. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et c'est un conseil qu'on peut vous donner. C'est d'abord, d'une part, de prévoir cette rétroactivité, puisqu'elle permet d'intégrer notamment la question d'inflation sur les mois qui ont précédé la négociation. Ça laisse aussi un peu plus de temps, puisqu'on peut prendre le temps de la négociation, sachant on a déjà déterminé une date en amont pour l'application de ce qui sera négocié, et prévoir aussi la possibilité de revenir à la table de négociation. Ces dernières années, on a vu des contextes d'inflation qui pouvaient très largement nécessiter de revenir aux tables de négociation. Mais on ne peut pas tout à fait dire que fin 2024, début 2025, voire tout 2025, soit extrêmement clair sur les évolutions à venir. Et donc, des contextes incertains qui peuvent nécessiter de revenir pour échanger sur revoir ce qui a été négocié, porter des améliorations en plus dans les termes de vos accords.
Alors, quand on regarde les accords, il y a quand même un élément qui est important, c'est presque le début, hein, la base, c'est la question de la masse salariale, sur quoi on se réfère pour définir les enveloppes qu'on va attribuer. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une absence quasi systématique de la définition de la masse salariale dans les accords. Vous avez très peu d'accords qui se sont intéressés à cette question-là, 0,8%, donc moins de 1% des accords qui donnent une définition de ce qu'ils vont prendre en compte dans la masse salariale. On voit que c'est une problématique qu'on retrouve plutôt chez les entreprises de 50 à 1000 salariés, probablement là aussi parce qu'il y a une structuration des organisations syndicales qui arrivent à poser un peu ces questions-là, qui sont très importantes parce que c'est quand même à partir de cette base-là qu'on va pouvoir voir les effets concrets pour les travailleurs et définir des enveloppes et des montants à distribuer. Les augmentations générales et les augmentations collectives, alors peut-être un petit point de définition, ce que nous on appelle les augmentations générales, c'est des augmentations qui sont versées à l'ensemble du collectif de travail, sans faire de différence entre des catégories cadres ou des catégories no cadres. Et ce qu'on va appeler les augmentations collectives sont des augmentations qui sont ciblées particulièrement sur un collectif de travail. Très fréquemment, c'est plutôt une distinction qui est faite sur la catégorie socio-professionnelle, cadre et non cadre. Mais cette distinction-là, elle est quand même importante parce qu'on le voit dans la part des accords qui prévoient des augmentations générales, 63%, hein, donc plus de 6 accords sur 10 prévoient des augmentations générales ou des augmentations collectives. Et sur ces 63%, vous en avez 4 sur 5 qui prévoient des augmentations en pourcentage. Et donc, enjeu de bien définir la masse salariale, en pourcentage d'augmentation. Alors, si on regarde avec un peu plus de précision, notamment sur la question de la taille des entreprises, vous voyez que les augmentations collectives, elles concernent tout le temps les non-cadres. Elles concernent entre 68% sur l'ensemble du panel et entre 76 et 63% selon la taille de l'entreprise, aussi les salariés cadres. Mais vous voyez, c'est une proportion moins importante. Et quand on regarde les enveloppes qui sont attribuées dans ces cadres-là, on voit que les enveloppes prévues pour les non-cadres sont plus importantes à près de 3%, hein, avec aussi une distinction sensible à faire sur les toutes petites entreprises et les plus importantes, avec des enveloppes un petit peu moins importantes pour les toutes petites entreprises, et bien sûr des enveloppes inférieures pour les cadres d'augmentation collective. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le verra plus tard, mais il y a la question des enveloppes d'augmentation individuelle qui viennent s'ajouter et qui sont le plus fréquemment plutôt un dispositif prévu pour les populations cadres. Donc au global, vous voyez, quand on n'a pas de distinction qui est faite entre les cadres et les non-cadres, donc quand les accords ne prévoient pas de cette précision, à ce moment-là, on a des enveloppes de 2,82% qui vont intégrer l'ensemble de la population. Dans nos accords, là, dans nos 63% d'accords, on a 10% des accords qui prévoient aussi des mesures planchers. Ça, c'est très intéressant parce que ce sont des mesures qui vont garantir des augmentations minimales aux salariés et qui sont très favorables, notamment pour les plus bas salaires, puisque souvent, elles représentent des pourcentages d'augmentation qui peuvent être légèrement supérieurs ou supérieurs à ce qui est prévu dans les enveloppes en pourcentage. Donc ça, c'est un sujet qui est assez intéressant à penser, la question des mesures planchers. Alors, sur nos 63% des accords qui prévoient des augmentations générales ou collectives, on l'a vu, il y en avait 4/5 qui étaient plutôt sur du pourcentage, mais on a quand même une part d'accords qui prévoient des augmentations définies directement en euros. Alors, quand on regarde les enveloppes moyennes qui sont données dans ces augmentations générales ou collectives, vous avez une moyenne qui est, quand il n'y a pas de distinction cadre-non cadre, de 78%, et quand elle est précisément attribuée au non-cadre, 76%. Pour les cadres, elle est toujours inférieure, évidemment, parce qu'il y a toujours des enveloppes, ou fréquemment en tout cas, des enveloppes d'augmentation individuelle qui viennent s'ajouter. Alors ici, vous verrez, je vous laisserai regarder avec attention le support, mais on vous a présenté aussi les différences, les mini et les maxi, selon notre panel, qui vous montrent quand même que les mini sont finalement plutôt assez limité, avec 18 € sur le panel, avec des maxi qui sont évidemment plus importants, mais c'est très dépendant aussi de l'entreprise et de sa structuration.
Alors, le deuxième point important, quand on parle d'augmentation, c'est la deuxième grande enveloppe qui est attribuée, c'est les enveloppes d'augmentation individuelle. Alors là, on a 36% des accords qui prévoient des enveloppes d'augmentation individuelle. Alors, ce taux d'augmentation individuelle, il est évidemment largement plus faible pour les non-cadres. C'est une approche classique d'enveloppe qui est souvent réservée aux populations cadres. Et vous voyez que quand il n'y a pas cette distinction faite entre cadre et non-cadre, on a 2,09% d'augmentation. Et bien sûr, les enveloppes pour les cadres, elles sont de 2,76% en moyenne et seulement de 1,21% en moyenne pour les non-cadres. Et vous avez dans notre panel d'accords, alors en mini, vous avez 0,4% d'augmentation, donc des augmentations qui, somme toute, sont presque un peu symboliques. Et par contre, des fois, vous avez des enveloppes qui sont conséquentes d'augmentation individuelle, donc il y a vraiment une recherche d'individualisation de la performance avec un maximum à 5,5%. Parmi ces accords-là, la mesure plancher dont on a parlé, qui était déjà pas très présente pour les augmentations générales, elle l'est encore moins pour les augmentations individuelles, avec seulement 3% des accords qui prévoient des mesures planchers d'attribution d'augmentation individuelle. Alors, si on regarde cette fois, selon les différentes branches professionnelles de notre panel, on voit que la proportion des accords qui prévoient ces augmentations générales ou ces augmentations individuelles, eh ben, c'est très variable. C'est très variable, 63% et 36%, hein, ça c'était les informations que je vous ai données juste avant sur l'usage d'augmentation générale collective ou d'augmentation individuelle. Et vous voyez que dans la métallurgie, par exemple, c'est bien plus important, alors que si on va plus à droite de ce graphique, on voit notamment dans l'hospitalisation privée que c'est pas du tout le type de mesures qui sont négociées dans les accords. Alors on se posera la question, hein, bien sûr, mais finalement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les accords dans ces branches-là? Ben, ce sont d'autres mesures qui vont être négociées, par exemple la PPV, la prime de partage de la valeur, sur laquelle on va revenir un petit peu tout à l'heure, et on pourra rebondir sur ce constat, mais un constat quand même assez important, un écart significatif, très important même, selon les différentes branches. Pareil, nos augmentations générales ou individuelles, elles ne sont pas attribuées de la même manière selon la taille de l'entreprise. Alors, vous avez dans les 0,49 par exemple, des augmentations générales ou collectives qui sont un petit peu plus importantes que notre panel. Tout comme les augmentations individuelles d'ailleurs. Et dans les entreprises de 50 à 250 salariés, vous voyez que on est légèrement en dessous sur les deux, hein, sur les augmentations générales et sur les augmentations individuelles, alors qu'on est sensiblement supérieur sur les plus grandes entreprises. Donc, probablement qu'il y a la question de la représentativité, la capacité à agir sur les mesures qui sont mises en place dans ce type d'entreprise qui va intervenir dans ces constats. Alors, les dynamiques à l'œuvre, ce qu'on a pu constater à travers notre étude, c'est qu'il y a globalement une baisse des accords qui prévoient les augmentations générales. Pour rappel, là, on est à 2 tiers des accords. On était à 80% dans la précédente étude qu'on a faite dans des conditions à peu près similaires sur la période 2022-2023. Donc, il y a quand même une baisse importante. Et pour les augmentations individuelles, on est passé de 36% à 2 tiers. C'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait le dire. On est passé de 2 tiers sur 2022-2023 à 36% actuellement. Donc, il y a vraiment une diminution du recours à des enveloppes d'augmentation. Alors, il y a eu les questions d'inflation qui ont été très fortes, hein, qui ont nécessité de préserver le pouvoir d'achat des travailleurs. Mais aujourd'hui, voilà, le constat, il est là, c'est qu'il y a quand même une baisse du recours à ces dispositions-là. Il y a aussi des grandes disparités selon les branches d'activité. Donc, il y a aussi un enjeu sur ces questions-là à essayer de bien trouver les bonnes mesures pour protéger le pouvoir d'achat des travailleurs et des dispositions d'augmentation individuelle qui sont très rares dans notamment l'hospitalisation privée et dans les transports routiers. C'est des branches où c'est d'autres mesures qui font l'objet de négociations. Alors, on a fait aussi ce constat, hein, la raréfaction des mesures planchers, tant pour les AG que pour les AI. Alors que clairement, et d'ailleurs le sondage le montrait, hein, c'est un dispositif qui va avoir un effet pour favoriser les populations aux salaires les plus bas, donc aux plus basses rémunérations, parce que ce sont celles qui sont clairement le plus exposées à l'inflation et notamment la hausse des coûts des produits de première nécessité.
Donc, il y a une réflexion à porter sur les mesures planchers, qui est un élément qui a toute sa place dans une négociation, surtout quand la part de salariés avec des bas niveaux de rémunération est importante. Et les enveloppes, toujours très majoritairement négociées en pourcentage de la masse salariale, alors qu'on n'a pas défini ce qu'était vraiment la masse salariale sur laquelle on allait s'appuyer. Alors, les conseils qu'on peut vous donner, c'est presque une méthode pour aborder cette question-là et surtout pour sortir de la simple négociation d'un pourcentage d'enveloppe. C'est une méthode en trois étapes pour commencer. D'abord, identifier la situation et les problématiques. Alors, est-ce que chez vous, il y a des problèmes de transparence dans l'octroi des AI? Il y a peut-être aussi un travail à faire d'ailleurs au passage sur le système d'évaluation. Est-ce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat pour un grand nombre de salariés? Quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en œuvre? Je repense à mes mesures planchers pour essayer de réduire cette situation. Est-ce que vous avez des politiques trop individualisées? Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à remettre du collectif dans la progression des salaires? Donc, et à suite de l'identification de ces problématiques, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à définir vos objectifs en lien avec ces fameuses problématiques. Et derrière, eh ben, identifier l'ensemble des mesures que vous pourriez porter à la négociation qui vous permettraient d'atteindre les objectifs liés à nos problématiques. Donc, négocier des principes ou des garde-fous à la place ou en complément d'enveloppe, c'est important aussi, hein, notamment, je repense à mes fameuses mesures planchers qui permettent de protéger des populations qui parfois peuvent être moins favorisées par simplement des augmentations en pourcentage. Et après, il y a un enjeu important, c'est de réussir à suivre l'application de l'accord. Hein, connaître la masse salariale de référence, à quelle date, à quel périmètre, pour quelle population éligible, ça va vous permettre de voir comment les choses ont concrètement été mises en place par la suite. Le montant de l'enveloppe négociée en euros, ça vous permettra aussi de voir ce qu'il en est. Le coût de la rétroactivité, tout un panel d'éléments sur lequel vous pouvez vous pencher pour suivre un petit peu l'application et voir comment les choses se passent. Donc en deux étapes, hein, vraiment, construire un cahier revendicatif à partir de situations, identifier les objectifs et choisir les mesures qui permettront de répondre aux objectifs, d'atteindre plutôt les objectifs que vous êtes fixés et bien suivre l'accord. Alors, il y a un sujet qui est extrêmement important dans le cadre des négociations, de ces négociations, c'est la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, on a regardé aussi dans notre panel, on a analysé ces accords-là sur cet angle-là, et le premier constat qu'on peut faire, c'est que même si 70% des accords mentionnent bien la question de l'enjeu d'équité ou d'égalité entre les femmes et les hommes, quand on commence à creuser un peu, on voit qu'il y a quand même peu d'accords qui mentionnent des objectifs et des engagements concrets. Vous avez 12,7% des accords qui mentionnent une enveloppe ou un budget pour répondre à cet enjeu. Et quand on creuse encore, vous n'avez plus que 1,5% des accords qui précisent le pourcentage de la masse salariale qui va être alloué à la réduction des écarts entre les femmes et les hommes. Et pour être honnête, les enveloppes prévues sont pas bien épaisses, puisque ce sont entre 0,1 et 0,3% d'enveloppes qui sont mises en place dans le cadre de ces négociations. Alors, juste avant d'aller sur le sommaire, il faut préciser qu'il existe des accords hein, sur la question de l'égalité professionnelle, dans lesquels on peut retrouver effectivement des enveloppes, mais ils n'ont pas la fréquence des négociations sur les rémunérations. Et donc, c'est un sujet sur lequel vous êtes en droit d'aller et sur lequel nous vous invitons plus que fortement à vous pencher. Et nous avons notre deuxième sondage. Hop. Est-ce que votre accord dans votre entreprise prévoit une enveloppe dédiée à la revalorisation des salaires des femmes? Vous répondez oui, non, vous ne savez pas, ça arrive. Et c'est pareil que le sondage précédent, on essaye d'atteindre les plus de 80%. Si on pouvait battre les 83%, aller jusqu'aux 85, ça serait encore Allez, mieux. allez, challenge. 90, 100%. Allons-y. Allez-y. 81. Ah, pas mal. Ah, si on a moins de gens qui répondent qu'au sondage précédent, ça va pas le faire. Ah non, 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 non. 80%, On ne allez. continuera pas tant qu'on n'aura pas dépassé le 81%. 85%, j'espère que vous réussissez tous à que le module s'affiche bien pour tout le monde. C'est bon.
86, super. Bah écoutez, on va s'arrêter là, ça bouge plus. On s'arrête là, on s'arrête là. Et voici les résultats. Alors, est-ce que votre accord prévoit une enveloppe dédiée à la revalorisation des salaires des femmes? 68% non. Bon, ça correspond d'ailleurs au constat qu'on a pu voir. Et donc, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, let's go. Il y a un vrai travail à faire sur cette question-là. Et effectivement, on peut, dans ce cadre-là, prévoir une enveloppe de revalorisation des salaires. Alors, là encore, le cadre légal, il prévoit que dans cette négociation, on doive même aborder les mesures qui visent à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. C'est prévu par la loi. Donc, let's go, allez-y. C'est tout à fait légitime et c'est un sujet tout à fait majeur. Mais le constat qu'on fait nous, c'est qu'une majorité d'accords, mentionne bien ce sujet-là, mais sans aller au fond des choses, sans donner véritablement des objectifs, des engagements concrets sur ce sujet, et bien sûr encore moins en définissant des enveloppes spécifiques sur la question. Alors, le conseil qu'on va vous donner sur ce sujet-là, mais je pense qu'il a été un peu, il a un peu transpiré de mon propos, c'est qu'il faut imposer ce thème dans la négociation. Il est légitime d'en parler et c'est un sujet dans toutes les entreprises. Il faut agir pour que ça se traduise par des mesures aussi concrètes, des engagements, des objectifs atteignables et mesurables, c'est-à-dire quelque chose qu'on a une chance de pouvoir faire, et surtout un objectif qu'on peut vérifier son atteinte, c'est-à-dire il faut des indicateurs qui l'accompagnent, mais il faut aussi des moyens et un suivi pour vérifier que tout ça ne passe pas à la trappe. Faire le lien avec votre accord égalité professionnelle, s'il existe, ou si vous êtes en cours de négociation, qui peut-être lui prévoit les modalités de distribution de l'enveloppe, qui lui aussi prévoit peut-être des engagements pour traiter les causes racines des inégalités, puisque il est intéressant de s'attaquer aux symptômes, mais il faut aussi traiter le mal à la racine. Alors, le troisième sujet sur lequel on avait envie de partager avec vous nos constats, c'est tout le sujet des rémunérations autour des primes, de l'intéressement et de la participation. Alors d'abord, la prime de partage de la valeur. Alors la PPV, c'est quelque chose qui maintenant est récurrent depuis quelques années. Le constat qu'on peut faire, c'est que la part des accords qui prévoient une PPV, il est d'abord plus important dans les entreprises de petite taille. Donc c'est un dispositif qui est plus plébiscité dans les entreprises de petite taille et peu d'accords de modulation sont utilisés dans la répartition de la prime. C'est-à-dire que vous avez 21% des accords qui font mention de cette prime de la partage de la valeur. Vous avez 11% des accords qui donnent des montants ou des modalités de calcul de la PPV. Et vous retrouvez ici, là, une série d'indicateurs. On voit que c'est aussi une problématique plus fortement présente en Île-de-France par rapport au reste du pays. Et sur les modalités de répartition de la prime de partage de la valeur, on voit que c'est plutôt globalement, voire très largement, des montants fixes qui sont définis, même si parfois vous avez des éléments qui vont pondérer le montant de la prime versée en fonction des revenus, en fonction de l'ancienneté ou sur d'autres critères. Donc la PPV, c'est vraiment un élément qu'on retrouve quand même dans 21% des accords. Je rappelle au passage que la prime de la partage de la valeur n'a pas la vertu des augmentations de salaire puisqu'elle n'a pas la vertu de la pérennité. Elle n'est pas du tout garantie les années suivantes, contrairement aux augmentations de salaire. Alors, si on regarde plus en détail, on voit qu'en moyenne, les entreprises qui ont négocié une PPV, ce sont des montants de 624 euros versés aux salariés. Alors, on a des écarts qui peuvent paraître importants entre la branche, par exemple, commerce de détail et de gros, qui a une PPV à 967 euros, et l'hospitalisation privée à 400 euros. Mais on voit aussi que l'hospitalisation privée, c'est une branche qui a vraiment plébiscité ce type d'accord là, avec 23% des accords. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. Et peut-être qu'on peut faire le lien, d'ailleurs, avec le fait qu'il y ait eu très peu d'augmentation générale ou collective négociée dans cette branche-là. Peut-être qu'en fait, il y a ce que j'ai presque envie d'appeler comme une dérive, finalement, vers des dispositifs non pérennes de maintien ou de progression du pouvoir d'achat.
Alors, plusieurs modalités pour encadrer les PPV. C'est un petit rappel de ce qu'on retrouve aussi dans les accords. Des critères de déclenchement, qui peuvent être un contexte économique ou des performances de l'entreprise. Et puis des critères de modulation des montants, l'ancienneté, la rémunération, l'absentéisme et la catégorie professionnelle. Donc, en moyenne, les PPV par tranche d'effectifs, les primes de partage de la valeur. On voit encore que c'est plutôt les petites entreprises qui utilisent ce dispositif-là. D'une part, probablement en lien avec la question du dialogue social, peut-être qui est moins structuré, moins organisé, et puis aussi peut-être en lien avec des incertitudes sur les perspectives économiques, et donc on préfère de la prime non pérenne à des augmentations de salaire. Avec la question de l'intéressement de la participation, là encore, dispositif complémentaire. On voit qu'il y a 27% des accords qui ont prévu des suppléments d'intéressement ou de participation. C'est plutôt équivalent en fonction de la taille de l'entreprise. Les plus de 1000 salariés, un petit peu plus. C'est aussi parce que peut-être ces dispositifs-là sont mieux positionnés. Et c'est pratiquement la même chose entre l'Île-de-France et les autres régions. Donc, vous voyez quand même, un quart des accords prévoit des suppléments sur ces éléments-là. Et alors, le dernier élément qu'on va regarder ensemble sur ce sujet, c'est la question des primes en règle générale. Alors là, par contre, on voit quand même qu'il y a une tendance à la revalorisation de primes, avec pratiquement 72% des accords qui ont revalorisé au moins une prime existante dans l'entreprise. Et ça, c'est très fortement présent dans toutes les branches qu'on a pu observer, avec bien sûr l'industrie chimique, les transports routiers et la métallurgie et l'hospitalisation privée. Je le mets aussi parce que c'est important, tout ce qu'on a pu justement présenter sur ce sujet-là, qui ont largement revalorisé une ou plusieurs primes. Alors, celles qui sont le plus fréquemment touchées, c'est la prime d'ancienneté, la prime de transport, la prime de vacances et les primes paniers, puis un petit peu le 13e mois. Vous voyez, plus on descend là dans le tableau que vous avez devant vous, et plus on voit que ça correspond à de moins en moins un grand nombre d'accords. Donc, on peut rester sur les premiers qui sont ceux qui sont le plus fréquemment revalorisés. Donc, quand même, une tendance à travailler aussi sur les éléments de prime, même si encore une fois, ils peuvent être très cadrés, très encadrés, voire avoir des bases conventionnelles. Ils n'ont pas la même solidité que des augmentations de salaire. Et enfin, les derniers dispositifs sur lesquels on a pu constater une présence assez significative dans les presque 1200 accords que nous avons analysés, c'est le sujet de la mobilité durable, avec 21% des accords qui abordent cette question-là. Et notamment problématique très centrée sur l'Île-de-France, puisque d'ailleurs souvent c'est des remboursements d'abonnements, des forfaits, du covoiturage ou l'achat l'accompagnement pardon à l'achat ou à l'usage d'un vélo. Donc une problématique très forte en Île-de-France, beaucoup moins présente en région. Et d'autres éléments qui sont retrouvés dans les accords, c'est tout ce qui va être participation aux frais de repas ou de restauration, avec 40% des accords qui prévoient des éléments sur ce sujet-là, 26% qui prévoient des avantages sociaux en lien avec la parentalité et 30% des avantages sociaux en lien avec les vacances. Alors quand on parle de parentalité, on va entendre des renforcements des congés enfants malades, on va entendre les congés rentrée scolaire, on va entendre des différentes reconnaissances d'absence en lien avec la question de la parentalité. Et pour les avantages sociaux, ça va être soit des chèques vacances, des primes vacances ou des congés supplémentaires qui sont liés à l'ancienneté. Et enfin, pour les frais de restauration, il y a une revalorisation de la prise en charge des frais, de ces frais, principalement les titres restaurants qui sont revalorisés, les primes paniers ou la restauration d'entreprise. Alors, ce qu'on constate sur tous ces éléments, c'est que le versement de primes, c'est un dispositif qui est largement utilisé et qu'on retrouve dans les accords. 21% avec de la prime de partage de la valeur, 71% avec une revalorisation d'au moins une prime, 27% avec de l'intéressement ou de la participation, et un accord sur 5 prévoit des dispositions en lien avec la mobilité durable, 2 sur 5 avec la question de
restauration, pardon. Et finalement, on n'a pas trouvé véritablement d'éléments en lien avec les rémunérations variables individuelles. Du coup, ça montre bien que ça reste quelque chose, non pas confidentiel dans la distribution, hein, dans l'éligibilité, mais confidentiel dans les mesures. Et donc, ça reste quelque chose d'assez individuel. Alors, ce qu'on peut vous donner comme conseil, d'abord bien avoir en tête que tout ce qui est élément de prime comme cela, c'est pas pérenne. Ça va pas rester dans le temps. Donc, ce qui est négocié une année fonctionne une année, mais il faudra recommencer l'année suivante. Et donc, c'est pas intégré véritablement dans un revenu stable qui va vous permettre, par exemple, de faire valoir une progression de votre rémunération pour louer ou acquérir un logement, par exemple. Hein. Alors, vous avez des primes qui sont exonérées de cotisations sociales, donc qui ne représentent pas un coût pour les salariés, mais pourtant, ça reste quand même une rémunération différée. Il faut avoir en tête que les cotisations salariales et patronales servent à payer votre protection sociale, à payer votre retraite, et que donc chaque élément de rémunération, chaque élément de prime qui est exonéré de cotisations sociales, certes, ça fait plus d'euros qui tombent dans la poche le jour J, mais il y a une conséquence sur notamment la question de la qualité de notre service public. Dans tous les accords qu'on a pu analyser, la rémunération variable individuelle, c'est un sujet globalement peu négocié, voire peut-être un peu tabou. En tout cas, que les entreprises cherchent à garder à leur main exclusive. Pourtant, ces éléments, ils rentrent dans le cadre de cette négociation-là. Il est tout à fait légitime de vouloir les aborder. Hein. Ça peut représenter une part importante de la masse salariale à comparer aux augmentations générales et aux augmentations individuelles. Donc, vous êtes tout à fait en droit de poser la question à minima de savoir ce que ça représente pour pouvoir voir et comparer avec ce que vous êtes en train de négocier. Dans la directive européenne qui porte sur la transparence des rémunérations, c'est bien l'ensemble des éléments de rémunération qui doivent être pris en considération. Hein, donc, même si on attend la transposition dans le droit français, c'est bien le sujet d'une rémunération globale qui doit être portée et qui doit donc faire l'objet de discussion. Alors, pour bien préparer vos négociations et reprendre un petit peu en synthèse tout ce qu'on a pu se dire. 1. Identifier la situation dans votre entreprise. Qualifier la situation, construire votre cahier revendicatif. Ça veut dire commencer par connaître votre situation économique et financière. Ça va vous être très utile pour définir les marges de manœuvre qu'a l'entreprise dans le cadre de ces négociations-là, hein, surtout sur la question des rémunérations. Ensuite, 2, comprendre les enjeux et les objectifs de l'entreprise, comprendre ce que veut votre direction avant d'entrer en négociation. C'est important non pas de vous mettre à sa place, mais de comprendre ce qu'il a dans la tête, ce que l'employeur a dans la tête. Hein. Le préambule de votre accord doit préciser les objectifs généraux des parties prenantes, quels sont les problèmes qu'on cherche à résoudre, quels sont les principaux objectifs de cet accord-là. C'est important pour s'y retrouver par la suite. En 3, identifier les objectifs, lister et prioriser vos revendications. Alors, quels sont nos objectifs? Quelle population on veut cibler particulièrement, par exemple? Quelles sont les revendications qu'on va porter en lien avec ces objectifs? Comment on va les prioriser? Hein? Quelles sont celles vraiment sur lesquelles on ne veut pas passer à côté ou celles sur lesquelles on est prêt à faire une impasse si on obtient des contreparties? Par exemple, réfléchissez à les niveaux planchers, la sélectivité, etc. Tous ces types de revendications qui vont permettre de mieux cibler les populations et de mieux répondre aux attentes des travailleurs. Et enfin, dernier point, hein, avant d'aller en négociation, il faut construire un argumentaire à partir du chiffrage, de propositions de la direction, en confrontant avec les indicateurs économiques, hein, ou avec vos revendications, pardon, pour valider ce que vous allez porter en négociation. Il faut de la cohérence, il faut une construction d'un argumentaire pour justifier, et il faut être prêt à faire des contre-propositions à ce qui vous sera proposé par votre direction. Donc, vous voyez, c'est des conseils méthodes, j'ai envie de dire, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour préparer et mener vos négociations. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à l'étude et aux résultats qu'on vient de vous présenter, vous pouvez nous demander les résultats de votre branche professionnelle. Donc, tout ce qu'on a pu voir là, en détail sur les 6 branches d'activité. Vous pouvez aussi demander à Syndex de vous accompagner dans le cadre soit de vos informations consultations, notamment la politique sociale, pour avoir plus de billes, j'ai envie de dire, pour préparer vos négos, mais aussi vous accompagner dans le cadre de ces préparations de ces négociations, à vous aider à construire vos argumentaires, à construire vos revendications, pour pouvoir les porter le plus facilement possible et construire le rapport de force qui vous permettra de vous approcher au mieux de vos revendications.
Donc, si vous avez besoin et si vous souhaitez soit obtenir les résultats, soit obtenir nos conseils ou notre aide, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@syndex.fr. Voilà, je vous remercie pour votre attention sur ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est peut-être maintenant de commencer à regarder les questions qui ont été posées dans le chat. Au préalable, pour pas oublier, vu que j'ai la page devant les yeux, je voudrais dire un immense merci à Christelle Previtali et à Lena Kerrickley qui ont très largement contribué à la réalisation de ce webinaire, à son contenu et à sa clarté. Un immense merci à elles et qui en plus sont en train d'œuvrer pour la partie questions-réponses. Donc je quitte le partage et on va regarder ensemble les questions, Mathieu. Oui, on avait une question de Cécile. Cécile C, je vous permets de parler et de réactiver votre micro. Donc, la première question que j'avais posée, c'est au lieu d'avoir un pourcentage au niveau de l'AG négocié, est-ce qu'il est possible de négocier un montant fixe, en fait, pour tout le monde pareil, pour éviter que les gros salaires, 2% d'un gros salaire, c'est pas la même chose que 2% d'un petit salaire. Donc, est-ce qu'il est possible de négocier un montant fixe? Alors sur le principe, oui, c'est tout à fait possible, hein. On peut négocier un montant d'augmentation forfaitaire par personne, chacun a la même somme. La négociation de ce montant permet justement de favoriser les plus bas salaires, puisque cette même somme, elle représentera peut-être 3 ou 3,5% pour un bas salaire et seulement 1,5% pour un gros salaire. Donc, effectivement, vous pouvez tout à fait dire, nous, en fait, cette approche en pourcentage, elle est équitable sur la question simple du pourcentage, mais en vrai, quand on regarde concrètement ce que ça représente, c'est plus intéressant pour les hauts salaires. Donc, vous pouvez très bien travailler sur ce type de demande-là. C'est une mesure qui a beaucoup été utilisée les années précédentes dans un contexte d'inflation où on a mis en place justement des dispositifs forfaitaires pour garantir à tous un maintien de leur pouvoir d'achat. Est-ce que vous nous entendez, Katia? Oui, alors je ne sais pas si Nous vous aussi. m'entendez. Très bien. Si, nous aussi. Très bien, Allez-y. bonjour. Donc, en fait, c'était... bon, j'ai eu une réponse cependant, et je remercie d'ailleurs la personne. Alors, là, je ne suis pas dans les conditions pour parler. Je suis désolée, mais D'accord. je Alors, me peut-être que suis... je peux lire la question, moi. Oui, tout à fait, Très bien. merci. Alors, je vais lire la question. D'accord. Alors, dans notre accord, l'employeur dit qu'il n'y a pas d'enveloppe pour l'augmentation individuelle, mais qu'il y aurait quand même des augmentations individuelles. Environ 300 personnes sur 2500 qui auraient été augmentées en 2023. Il joue donc sur les mots. Que me conseilleriez-vous? Alors, très bien. D'abord, le premier point, c'est qu'il faut se rappeler quand même que cette négociation, elle est obligatoire, mais c'est l'ouverture de cette négociation qui est obligatoire et non l'aboutissement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'aboutir à un accord, de signer, hein, même si ça doit se faire dans la grande loyauté, hein, ça c'est écrit dans la loi. Il faut négocier loyalement, ce qui veut dire qu'il faut communiquer les informations qui vont vous permettre, vous, de construire vos revendications et de les porter, hein. Dans ce cas-là, il semble quand même qu'il y a besoin de formaliser les éléments que vous demandez pour négocier au cours de la première réunion de négociation et obtenir un bilan des augmentations de salaire passées, voir ce qui s'est concrètement fait les années suivantes. Donc là, c'est plutôt un conseil pour l'année prochaine. Vous pourrez comme ça ainsi mettre en évidence qu'il existe des augmentations individuelles et donc demander est-ce que cette enveloppe qui est attribuée mais qui passe sous les radars de vos négociations, elle y soit réintégrée, puisque c'est bien quelque chose qui va impacter la masse salariale, qui va amener des augmentations de salaire sur des critères qu'on ne connaît pas. Il faut tout à fait demander à ce qu'elle soit réintégrée. Si c'est un peu compliqué ou si la direction fait la sourde oreille ou la forte tête, demandez à votre expert qui vous accompagne d'aller objectiver ces différentes évolutions de rémunération sur la période passée. Comme ça, la direction, elle pourra pas contester, hein. Elle sera bien obligée de reconnaître qu'effectivement, elle passe à côté du phare des négociations, une partie des augmentations. Bonjour, Étienne. Je vais juste poser J'avais posé deux questions, mais c'est plutôt la deuxième qui m'intéresse. Ma question, c'est en fait comment faire. Vous avez à un moment parlé de surintéressement. Donc en fait, quand on fait cette demande, c'est lors des NAO, mais c'est du coup, ça déroge à l'accord d'intéressement Alors ou là, ça vient en plus?
On parlait de supplément, Le supplément, ouais, pardon. voilà, exceptionnel. Il ne s'agit pas de modifier les accords ou autres. Il s'agit juste de dire, voilà, on a une situation particulière cette année. Souvent, c'est pour dire, bon, si on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut en termes d'augmentation générale, collective ou individuelle, à ce Mhm. moment-là, on cherche à obtenir un supplément d'intéressement et de participation, qui est un élément qui, somme toute, coûte un peu moins cher aussi à l'employeur, mais qui est de l'argent souvent bloqué. Mais c'est toujours ça de prix. C'est-à-dire, c'est vraiment dans cette approche-là. Et ça, l'année prochaine, il faudra de la même manière recommencer éventuellement à discuter de ce sujet-là. Ok, alors je me permets juste de donner un peu plus de détails. En fait, chez nous, l'intéressement, il est lié à plusieurs critères. Donc, c'est de l'OTD, le taux de retour, les entretiens individuels, etc., etc. Donc, il y a 6 critères ou 7 critères. Donc, comment je pourrais, si d'un coup on a fait une bonne année, on a bien performé, comment je pourrais demander plus, en fait, c'est la demande, comment je pourrais la formuler Bah, ça peut être un supplément, par exemple, justement, en montant du coup. qui serait pas basé sur les critères. En disant, bah, cette année, on a surperformé, tout le monde a contribué à cette performance exceptionnelle. Mhm. Et donc, comme tout le monde y a contribué, on propose un supplément exceptionnel sur cette année, forfaitaire, un montant qui sera à définir dans le cadre des négociations. Mais Ok. ça peut être quelque chose qui peut être justement effectivement intéressant, et notamment pour tous ceux qui sont moins favorisés par les critères qui ont été choisis dans vos accords. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en Merci prie. Étienne. On passe à la question de Stéphane. Hop, je vais rallumer votre micro. Allez-y. Stéphane qui avait une question sur les avantages fiscaux de l'employeur sur la PPV. Non, mais Christelle m'a répondu, mais effectivement, je me posais la question de comment aborder, je dirais, l'angle avantageux pour la direction, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle économise en fait en versant une prime du partage de la valeur plutôt qu'une prime vacances, par exemple. Ça aurait été Oui, oui, bien. bah, tout à fait, hein. La prime de partage de la valeur, c'est une prime qui est exonérée de cotisations sociales, dans la limite de 3 000 euros par bénéficiaire, qui est portée à 6 000 par bénéficiaire et par année civile, dans les entreprises qui mettent en œuvre un dispositif d'intéressement et de participation. Donc, vous voyez, ça ne coûte, j'ai envie de dire, que 3 000 euros au maximum pour bénéficier des cotisations sociales. Ce qui est contrairement au salaire, hein, puisque le salaire, le salaire brut, vous savez qu'il y a des cotisations patronales qui s'ajoutent. Donc, chaque fois que vous augmentez le salaire, vous augmentez aussi les cotisations patronales. Donc, c'est pour ça, hein, que ce genre de dispositif-là, il est plébiscité. Ça et le fait qu'il n'est pas garanti l'année suivante, quoi. C'est juste pour une année. Mm. Donc, c'est pour ça que souvent ce genre de dispositif-là émerge. Euh, il est prévu pour répondre à des besoins de maintien de pouvoir d'achat sans impacter trop fortement les masses salariales sur les années à venir. Mais il a l'inconvénient majeur, pas de rémunération différée, donc il ne contribue pas, comme je disais tout à l'heure, à la question du fonctionnement collectif de notre société. Et deux, il n'est pas garanti l'année suivante. Ok, très clair. Merci. Je vous en prie. Anne écrivait: Je m'interroge sur le calcul de la masse salariale de référence. Il y a donc différentes modalités pour la calculer. Avez-vous des conseils ou des recommandations? Alors, la masse salariale qui est utilisée dans les négociations sur les rémunérations, il n'y a pas de définition légale. Il n'y a pas un texte qui dit très clairement de ce qu'on met dedans, ce qu'on n'y met pas, exactement, comment ça structure. En revanche, il est quand même important que la direction puisse vous préciser, elle, ce qu'elle prend en compte, hein, et demander idéalement à combien ça chiffre en euros, hein. Ça, c'est ça qui est important. Et puis l'ensemble de la population qui est prise en compte dans son calcul. Alors, ça va vous permettre de vérifier si toute l'enveloppe prévue est bien distribuée. Parce que ça, c'est un des enjeux aussi, hein. On peut prévoir des 1000 et des 100, monts et merveilles, mais quand on regarde les années suivantes, on se rend compte qu'en fait, ça a coûté beaucoup moins que ce qui était prévu ou vendu dans le cadre des accords qui sont signés. Donc, pas de définition légale, donc une définition à écrire, à présenter, et idéalement en euros pour que vous ayez une idée des masses qui sont prises en compte. Bon, bien. Merci pour cette réponse, Julien.
On arrive à la fin de ce webinaire, il est 11h56, vous allez pouvoir aller déjeuner. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Désolé Antoine, on peut pas prendre votre question. On l'a dit, on prend pas les questions à la volée, il y avait trop de monde. N'hésitez pas à vous rendre à nouveau, je le rappelle encore une fois, alors c'est la partie pub, sur syndex.fr où il y a vraiment des choses en fait pour les élus. Les replays de nos webinaires, le replay de ce webinaire, il sera d'ici la fin de la semaine. On vous avertira par mail, on vous enverra le support de présentation avec. N'hésitez pas à les faire tourner auprès de vos collègues élus. Et d'ici là, je crois que vous n'allez pas tarder à pouvoir vous inscrire normalement pour les rencontres engagées où on va vous présenter les résultats de notre enquête annuelle avec Ipsos sur le dialogue social. Ça aura lieu le 23 janvier. Vous pourrez la suivre soit à distance, soit vous rendre sur place. Voilà, et d'ici là, bah, écoutez, bon appétit et merci. Merci à tous, merci à Mathieu pour avoir organisé ce webinaire et voilà nos consoeurs. Merci à vous deux, mesdames. Oh, dernier mot, j'ai oublié de remercier Erwin qui s'occupait du chat. En fait, j'ai oublié de le présenter au début du webinaire. J'en suis absolument navré. Il a bien bossé. Merci beaucoup. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci, Au revoir, bonne journée.